Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tom Conan et Caroline Pilastre. Qui sera le prochain président de la République? Voilà donc la grande question. Éric Zemmour. Éric, moi je lui fais confiance, il incarne quelque chose. Il y a des gens depuis des mois, voire depuis des années, qui me poussent à être candidat. Éric Zemmour a besoin de gens autour de lui, besoin de gens pour le soutenir. J'ai envie parce que je pense que la France est dans un état absolument lamentable. Il incarne, oui, une sorte de France éternelle. Il faut renverser la table. Sur mon mur, j'ai un poster d'Éric Zemmour. C'est une étude de l'IFOP pour la LICRA, doublée d'une interview de son auteur François Cros dans le Figaro, qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. Une étude qui se veut, je cite, être un observatoire du zemmourisme et qui dit que, je cite, le phénomène Zemmour prend racine dans une société française profondément acquise à ses thématiques et qu'Éric Zemmour n'est pas une bulle médiatique. Une affirmation confirmée aujourd'hui par un deuxième sondage qui place Éric Zemmour au second tour de la présidentielle. François Cros ne nous en voudra pas puisque c'est un sondage Ipsos pour le journal Le Monde. D'où notre grand débat, le zemmourisme est-il en train de s'installer dans le paysage politique français? Eh bien vous êtes 83,7% à dire oui. Avec nous François Cros, directeur du pôle politique de l'IFOP. Bonsoir. Bonsoir. Vous décryptez votre étude en affirmant, je cite, le zemmourisme forme à mes yeux un syncrétisme ambitieux des trois droites raymondiennes, donc de René Raymond, en combinant à la fois l'autoritarisme de la tradition bonapartiste sur les enjeux régaliens, le libéralisme économique de l'orléanisme et le conservatisme culturel de la droite légitimiste. François Cros, est-ce que finalement Éric Zemmour n'est pas l'union des droites à lui tout seul? Non, parce que un des risques qu'il a, lui, c'est de rassembler uniquement le noyau des électeurs de droite qui sont à la fois autoritaires, libéraux et conservateurs. Vous comprenez? C'est ceux qui remplissent ces trois conditions. Or, la proportion d'électeurs qui remplissent ces trois conditions, qui sont quand même restrictives, est naturellement plus restreinte que ceux qui en remplissent au moins une. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un des soucis, c'est que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'électeurs de droite qui ne sont pas aussi sécuritaires ou qui sont, par exemple, beaucoup moins conservateurs que lui sur les questions de société. On l'a vu, par exemple, sur la question des femmes ou des LGBT qui sont très clivantes chez les Français. Donc, comment vous dire, bien sûr que cette enquête qui vise à regarder vraiment quel est l'état des électeurs qui votent pour des candidats national-populistes comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, a un intérêt, c'est qu'elle montre que il y a une véritable, ce n'est pas une bulle sondagière, ce n'est pas une construction médiatique, il y a une véritable emprise des idées et des candidats sur ces idées, sur ce courant politique, mais quand même, il faut quand même relativiser les choses dans la mesure où il a une emprise sur un créneau politique, mais celui-là n'est pas non plus extensible à l'infini. Philippe Bilger. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, François Cros, même si vous avez parfaitement défini les trois personnalités qui composent une personnalité de droite, que au fond le zemmourisme est moins un projet, moins, je dirais, une idée, plutôt que l'acceptation d'une vision extrême du réel mélangée à une forme à laquelle on n'est plus habitué en France? Est-ce que le zemmourisme ne serait pas davantage une forme de vérité, de brutalité, de sincérité, poussant la droite jusqu'à ses extrêmes limites, plutôt qu'un programme? François Cros. Quand on demande, justement, c'est une très grosse enquête qu'on a réalisée là pour la LICRA, c'était 5000 personnes, c'est 5 fois plus gros qu'un électeur classique, et on a pu donc analyser plus précisément ce que souhaitaient, les raisons pour lesquelles les électeurs votaient Zemmour. On a donc un échantillon de 500 Zemmouriens, si vous me pardonnez l'expression, qui nous expliquaient pourquoi ils ont voté pour lui. Et c'est là où je vous rejoins, c'est que la première raison pour laquelle ils votent pour lui, c'est qu'ils partagent son constat, généralement assez sévère, pour ne pas dire pessimiste, sur tout un ensemble de sujets liés à la situation de la France sur le plan démographique, économique, culturel, etc. Et c'est d'abord parce qu'il partage son constat et aussi parce qu'il partage aussi ses solutions sur des questions régaliennes de type sécurité, immigration. Pour le reste, il est sûr que c'est un homme qui vient
de nulle part, qui a déboulé dans la campagne sans être marqué, ni avoir une force politique structurée derrière lui, ni un programme complet. On lui reproche beaucoup d'être monothématique. Bref, y compris ses électeurs savent que ce n'est pas l'alpha et l'oméga des candidats qu'ils souhaiteraient forcément, puisqu'ils pensent bien qu'entre la fonction tribunicienne de contestation qu'il incarne parfaitement et puis un véritable homme qui serait un homme d'État qui serait capable de mener rapidement les réformes de fond, il peut avoir encore un espace encore important. Tom Conan. Ouais, moi, étonnamment, je pense qu'en fait, c'est une figure qui est rendue possible, celle de Zemmour, grâce à Internet, à ce qui s'est passé sur Internet, notamment sur les chaînes politiques de YouTube, etc., depuis 5 ans, 10 ans, etc. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui connaissent un peu ces différents microcosmes qui existent, il y a pas mal vraiment de niches qui existent sur Internet, dans la politique un peu radicale, à gauche, à droite, etc. Il y a un peu toutes les nuances possibles, et qui ne sont pas vraiment représentées dans les médias traditionnels, parce que c'est des positions effectivement assez extrêmes, assez radicales, et qui plaisent pas à des ensembles, à des audiences trop larges. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos derniers livres, Radical. Ouais, effectivement, mais ce que effectivement, je pense que c'est effectivement le phénomène à l'œuvre, et notamment sur Internet. Et donc en réalité, il y avait pas mal de figures plus ou moins complotistes, dissidentes, dont certaines sont complètement nauséabondes, voire même en dehors du jeu légal, si j'ose dire, mais dont après Zemmour, effectivement, même s'il les connaît pas nécessairement, il a hérité. Et en fait, cela, effectivement, ça représentait pas mal de personnes, des chaînes YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, par exemple, donc ça fait quand même très vite des millions de vues. Et donc, c'est aussi, je pense, que ce qui explique chez certaines personnes, notamment dans les jeunes générations, qui peuvent se reconnaître, en tout cas, trouver écho là-dedans. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce que Zemmour, de l'autre côté, est quelqu'un plutôt qui rejette cette culture-là. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt un homme, semble-t-il, des livres, qui a l'air de mettre en avant plutôt, effectivement, une certaine forme de tradition, même dans la culture, etc. Donc c'est assez étonnant parce que finalement il s'approprie quelque chose qu'il n'a pas vraiment enfanté, mais qui va peut-être éventuellement porter. Deuxième élément, je pense que c'est en fait beaucoup plus une figure littéraire, entre guillemets, pas du point de vue de son travail littéraire, hein, absolument pas, mais c'est une figure littéraire, une figure esthétique, on pourrait dire, beaucoup plus qu'une figure politique. Et quand on l'écoute finalement, je dirais que c'est une position qui est tellement extrême et qui est tellement à l'opposé, on pourrait dire, d'une bonne politique, c'est-à-dire de quelque chose qui puisse être suffisamment maîtrisé pour que ça soit réaliste, que ça le sort, à mon avis, du champ politique traditionnel. Donc le zémourisme. Non, mais la question du coup, c'est est-ce que finalement on n'est pas dans quelque chose qui est purement idéologique et qui n'est absolument pas quelque chose qui va se traduire dans les urnes. François Cros. Justement, nous, quand on utilise le terme de zémourisme, c'est comme quand on utilise le terme de gaullisme, de lepénisme ou de souverainisme. C'est qu'on n'est plus que dans le champ des idées. On parlerait plutôt à ce moment-là de zémorisation des esprits, qui est un terme en vogue depuis des années, mais parce que tout simplement, aujourd'hui, au regard de ces intentions de vote qui ont atteint un niveau assez exceptionnel en très peu de temps, on voit bien qu'il est capable de rallier sur son nom des millions de suffrages. Donc on n'est plus sur quelqu'un qui est uniquement dans le champ intellectuel, dans le champ de la bataille des idées, mais qui est dans la bataille, je dirais, électorale. Voilà. Et à ce moment-là, on peut bien sûr utiliser ce terme de zémourisme avec ce que ça implique sur le champ politique au sens large. Mais Caroline Pilastre. Contrairement à vous, je ne pense absolument pas que le zémourisme est une bulle éphémère. Je pense que c'est une idéologie. Comme François Cros. Oui, pardon, à Tom, je répondais. C'est une idéologie pour moi qui va perdurer dans la durée, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'une certaine droite, une certaine frange de la droite se sent orpheline de Fillon. Et donc, il répond à certaines questions, à certaines interrogations, à certaines angoisses bien légitimes, parce que quand même, rappelons que M. Zemmour a toujours, en tant que polémiste, défendu les sujets d'immigration, d'insécurité, le patriotisme français. Donc, quelque part, c'est un populiste, un nationaliste. Maintenant, il ne faut pas oublier que la force de M. Zemmour, qu'on soit d'accord ou non avec lui, c'est qu'il parle vrai. Il est sans filtre, contrairement à la majorité des politiques qui font de la langue de bois et qui ont des éléments de langage quotidiennement. Et pourquoi le font-ils ? Tout simplement parce qu'ils ont peur de perdre un électorat. Et lui, on n'a rien à faire. Vous lui posez les questions que vous désirez, il vous répond toujours, que ça vous plaise ou non. Et c'est sa grande force. Et moi, je pense véritablement, même s'il n'arrive pas au deuxième tour, je le vois au premier tour, mais les sondages, c'est juste un focus à l'instant T, on est d'accord. Ça ne veut rien dire. Simplement, ces idées parlent à une partie de la population française qui en a marre et qui n'a jamais été entendue jusqu'à présent, justement par les politiques qui faisaient de l'eau tiède avec ces questions qui sont quand même très importantes. Mais je l'attends pour terminer, parce que j'aimerais avoir mon tour de parole comme tout le monde, sur la lutte
contre le chômage. Je veux l'entendre sur les inégalités, l'économie, parce qu'on ne sait pas actuellement ce qu'il en pense. Maintenant, me direz-vous, il n'a pas encore officialisé sa candidature. Mais le problème, c'est que l'économie, tout le monde s'est planté depuis 40 ans en France, c'est ça le souci. Oui, mais c'est important pour un politique parce de le qu'il doit savoir. nous quitter dans 2 minutes. François Cros, comme l'a dit Caroline Pilastre, et vous l'avez écrit, est-ce que la société française est vraiment acquise à ces thématiques ? Allô ? Allô ? Est-ce que, Oui, la société française est vraiment acquise à ces thématiques ? Écoutez, vous savez que Éric Zemmour est un grand amateur d'Antonio Gramsci, qui est l'intellectuel italien qui avait développé l'idée que pour gagner la bataille dans les urnes, il fallait d'abord avoir gagné la bataille des idées. Et là, on voit qu'il se lance dans un contexte d'opinion, dans un climat intellectuel assez favorable à ces thématiques, vu que quand on demande aux électeurs quelles vont être les thématiques déterminantes dans leur choix, on se rend compte qu'à l'exception de la santé qui a naturellement été boostée par la crise du Covid, 3 des 5 thématiques les plus importantes sont la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration. Donc c'est des thématiques qui labourent depuis une vingtaine d'années dans les médias et naturellement c'est des thématiques qui jouent aujourd'hui dans le vote de manière très importante et de manière nettement plus élevée en 2022 pour la présidentielle de 2022 que ce qu'on avait pu mesurer pour la présidentielle il y a 5 ans. Merci beaucoup François Cros, vous devez nous laisser. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle politique de l'IFOP et vous avez donné une longue interview dans le Figaro qui est très intéressante à lire. On va partir au 0800 26 300 300. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir Philippe. Et vous, est-ce que vous pensez que, comme François Cros vient de le dire, le zemmourisme va s'installer durablement dans le paysage politique français ? Bon, écoutez, moi, je vais vous dire ce que j'ai, parce qu'on m'a contacté après un message que j'ai. Je vais vous dire, aujourd'hui, je parle pour moi, et comme ça, vous donnerez une idée de ce que je pense. Aujourd'hui, moi, concrètement, Zemmour, est-ce qu'il va s'installer à long terme ? Moi, pour l'instant, j'en sais rien. Aujourd'hui, ce que je vois, et pourquoi il y occupe, et qui prend de l'envergure, c'est simple. Et Caroline, excusez-moi, j'oublie son nom de famille. Pilastre. Elle a parlé pour moi. Elle a tout dit. Voilà ce qui se passe. Je vais vous donner. C'est vous qui me l'avez appris tout à l'heure. Comment voulez-vous, moi, je parle pour moi, qui vais certainement aller voter en 2022. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas pour qui je vais aller voter. Mais comment voulez-vous ? Et pourtant, je vais vous dire. Alors, j'ai commencé à voter à gauche et je suis arrivé à droite. Voilà. Et on va dire que je fais partie, de cette partie LR. Voilà. Vous voyez, d'accord ? Et aujourd'hui, vous avez un monsieur comme monsieur Barnier qui vient, qui s'impose comme le père de la nation, le sauveur de cette droite républicaine, qui en gros a validé tout ce qui aujourd'hui fait que je ne supporte plus cette Europe, et tout un tas de choses. Et on apprend que ce monsieur vient et va se présenter au grand débat pour représenter notre pays, le peuple de France, et il vote même pas. Il est même plus adhérent au LR. Le mec, mais c'est pas le seul. Xavier Bertrand était plus adhérent et Valérie Pécresse non plus. Mais pareil, Valérie Pécresse, elle sort du LR, mais elle revient parce qu'elle est candidate. Xavier Bertrand, ils sont plus crédibles. De l'extrême gauche à l'extrême droite, ils sont plus. Et là, je rejoins ce qu'a dit Madame Pilastre, c'est que Zemmour, il parle sans filtre, il parle comme moi je pourrais le dire. Alors, voilà, il parle vrai, il est pas en train de courtiser. Philippe, merci beaucoup de votre action. Je vais faire réagir un autre Philippe Bilger. Quand vous entendez ce que dit Philippe, c'est quand même vrai. Le problème, et on l'avait dit avec François Cros, sur l'économie, sur la politique surtout, tout le monde se plante depuis 40 ans. Tout le monde s'est planté, que ce soit les LR ou le PS. Est-ce que quelque part, il ne donne pas une opportunité aux Français de renverser la table sans mettre le RN au pouvoir? Votre argument est valable, Philippe, et j'ai bien entendu l'indignation de notre Philippe. Oui, ça fait beaucoup de Philippe, ça, je sais. Mais c'est vrai qu'on peut évidemment considérer que les pouvoirs précédents n'ayant pas parfaitement réussi, c'est un euphémisme. On ne peut guère reprocher à Éric Zemmour de n'être pas inventif pour l'instant sur les projets concrets qu'on lui demande, d'autant plus qu'il a l'habileté tactique
tactique de répéter en permanence « je ne veux pas être Premier ministre, mais je veux être président de la République ». Reste tout de même qu'il me semble que ça va être difficile pour lui en permanence de montrer qu'il a un projet pour le futur, alors que pour l'instant, il n'est que le représentant des arrière-pensées d'une majorité de Français qui longtemps n'ont pas pu s'exprimer de manière aussi brutale. Ouais. Au fond, il ouvre la boîte de Pandore avec infiniment de talent et une brutalité qui donne l'impression sur beaucoup de plans d'une totale vérité. Tom Conan. Justement, le vrai problème avec lequel je suis pas du tout en accord depuis tout à l'heure, c'est que Caroline, même Philippe, finalement, vous dites un peu la même chose. Considérez que finalement, il y a de la Philippe vérité. Lequel, il y a Philippe Bilger, pardon. Les deux. Et Caroline. Non, mais vous employez le terme de vrai, de vérité, donc c'est la même chose. Je pense qu'il y a une grande confusion. Il y a une confusion entre le vrai et la violence, entre le vrai et la brutalité. C'est pas parce que, par exemple, si j'aime pas quelqu'un, si je lui dis je ne t'aime pas, c'est une manière de lui dire. Si je lui dis je te déteste, je te hais, vous voyez bien qu'il y a une gradation. Pour autant, c'est la même idée. C'est pas parce que Zemmour, effectivement, est dans l'hyperbole sur à peu près tous les sujets qu'il est forcément dans le vrai. Alors évidemment, l'hyperbole, c'est toujours un peu plus intéressant à entendre parce que même si vous écoutez la télé, la radio, si quelqu'un commence à balancer des injures ou à être dans l'emphase, à exagérer toutes ses positions, effectivement, vous allez beaucoup plus tendre l'oreille. C'est pour ça que c'est aussi un homme de médias. C'est pas ce qu'il fait, Tom. Je suis en désaccord total avec toi. Je termine, c'est gentil. Oui. Et en fait, le vrai problème de Zemmour, justement, c'est que la plupart de ses positions, on peut éventuellement les suivre pendant 15 secondes, et puis ensuite, il les extrapole, généralement sans données à l'appui, ou en tout cas avec des données qui manquent, notamment sur les questions économiques, mais y compris sur les questions d'immigration. Et donc, de ce fait-là, ça me semble pas franchement donner confiance, même pour les électeurs de droite, dont je suis pas, mais peu importe. Mais il me semble qu'il y a d'autres candidats qui me semblent quand même un peu plus rigoureux de ce point de vue-là. Et la modération, vous savez, la modération sur un plan politique ou idéologique, c'est compliqué. C'est plus compliqué que d'être extrême, que d'être ferme et d'être raide. Caroline Pilastre, la mode est au transgressisme. Oui, mais bien sûr, on sait très bien que ce qui marche actuellement, c'est le radicalisme. Et M. Zemmour est radical sur beaucoup d'aspects. Sauf qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, ce que ne font pas les autres. Tom, moi j'ai envie de te répondre. La politique, c'est quelque chose de très brutal et de très violent. On n'a pas attendu Zemmour pour ça. Quand tu entends des débats, les gens s'invectivent parfois, ils sont remplis d'anathèmes les uns envers les autres. Simplement, ce que fait M. Zemmour, qu'on soit une fois de plus d'accord ou non avec lui, c'est de répondre sur certains aspects, puisque moi aussi j'attends le reste pour savoir si ça serait un candidat politique crédible, à des questions sociétales auxquelles on ne répond pas depuis des années en se mettant des œillères ou la poussière sous le tapis. Et c'est pour ça que les Français l'apprécient dans ce sens-là. La démocratie, c'est la recherche du consensus. Les autres ne le font pas particulièrement. Pardonne-moi, ils font beaucoup de langue de bois. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'abstention. Philippe Bilger, la démocratie, c'est le consensus ? Pas forcément. Oui. Parce qu'à force de faire du consensus, on ne met jamais en œuvre les politiques dont la France a besoin. Exactement. Verdict sur Twitter. Notre grand débat, le zemmourisme est-il en train de s'installer dans le paysage politique français ? Vous êtes 83,3% à dire oui sur Twitter. De suite, on va prendre la direction de Moissac, où le maire a supprimé les aides à la famille d'un mineur. On va voir pourquoi avec lui. Restez bien sur Sud Radio.